Azul, salam, bienvenue à tous et à toutes qui nous regardez et celles et ceux qui sont là et qui vont continuer d'arriver. Je suis très content avec Tilila qui est ici de faire encore cette carte blanche, une nouvelle carte blanche sur un nouveau sujet. Donc Society, mal de pays, diglossie, sexualité, émigration, conflits interétatiques ou encore mise en valeur du patrimoine culturel maghrébin. Society, c'est un podcast créé il y a 2 ans avec Tilila, Sarah Bakrim. Société, culture, histoire, on traite un peu de tout. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir Malika ici présente la dernière fois à Lima, justement pour un sujet très proche de celui-ci. Et de son côté, l'IREMO qui œuvre et s'engage depuis 10 ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales liées aux régions du Maghreb et du bassin méditerranéen. Donc on les remercie justement pour cette table ronde. Je vais essayer d'abord de l'introduire avant de passer justement au cœur du sujet et vous présenter les intervenantes. Alors, il n'y a que des intervenantes ce soir d'ailleurs. Donc, parce que c'est notre regard qui enferme souvent l'autre dans sa plus proche appartenance, et c'est notre regard qui peut aussi le libérer. Cette phrase, elle est de Amin Malouf en 1998 dans L'identité meurtrière. Beaucoup d'entre nous ont lu déjà ce merveilleux ouvrage. Oui, c'est ça. Et il titre en fait une forte ironie au regard du thème de notre étude, puisqu'on parle aujourd'hui de questions berbères amazighes. Je suis très content d'avoir Malika Hassam qui va justement revenir sur cette dénomination, ce que cela veut dire. Et meurtrières, pourquoi? Meurtrières parce qu'elles sont jugées souvent incompréhensibles, comme pour l'ancien Premier ministre marocain du Parti de Justice et Développement, Abdelilah Ben Kiran, qui comparait justement l'amazigh à une langue chinoise, incompréhensible. Meurtrière pour d'autres, pour l'identité d'un peuple à créer, considérant que la question amazigh n'a pas sa place dans l'indépendance, dans les processus d'indépendance de ces pays. Parlons par exemple du FLN en Algérie, qui fait table rase des racines kabyles, parfois des dignitaires même et la population. Ou plus tard, avec Aziz Bouteflika, en exemple, si en 2002, il déclare, et je ne fais que citer, « Je ne connais aucun pays au monde où 2 langues officielles coexistent ». Il va aller plus loin et dire « Si je dis bien si le tamazight devait devenir une langue nationale, elle ne sera jamais officielle, je tiens à le dire ». Il le dit à Tizi Ouzou en septembre 1999. Donc tout cela montre en fait des exemples où justement la question des amazighs est mise au banc finalement d'une discussion nationale et culturelle socio-économique. L'analyse des conditions d'affirmation des identités amazighes dans les sphères politiques au Maroc, en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays. Et justement, on va revenir sur ce point-là très important de géographie avec Mme Hassam et avec Tilila. Ça met en valeur beaucoup de facteurs impliqués dans la différenciation des résultats qu'on a aujourd'hui entre les 2 pays, les 3 pays, les 4 pays. En fait, en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire, finalement, on a des résultats très différents sur la place politique qu'occupent ces questions-là et ces populations-là dans les pays du Maghreb, puisqu'on parle ici de Society. Donc le panarabisme, la colonisation et les premiers moments de l'indépendance sont des facteurs politiques qui font que la situation est sensiblement un peu la même entre les pays. On parle souvent du Maroc et d'Algérie pour parler des questions berbères. C'est aussi occulter toute une partie de d'autres pays dont on va parler avec Mme Hassam. Et cette conclusion, finalement, elle est révoquée plusieurs fois avec les protestations. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Par exemple, on voit les protestations, les répressions gouvernementales contre la reconnaissance partielle en Algérie d'une culture dite kabyle, qu'ils considèrent comme barbare, parfois, selon certains mots même de politiciens. Au Maroc, on a cette question de comment intégrer la question berbère dans un pays multiculturel. Est-ce qu'il faut lui donner de la place? Est-ce qu'il ne faut pas lui donner de la place? Est-ce qu'il faut changer finalement les langues? Finalement, on va consacrer le tamazight à l'échelle nationale. Et puis la situation aujourd'hui continue de convoquer des facteurs socioculturels. On a par exemple la décision présidentielle le 27 décembre 2017 de faire Yanayer un jour chômé et payé en Algérie. Et puis on a d'autres exemples qui montrent finalement des contestations comme la question du Hirak, que ce soit dans le Rif ou en Kabylie. Donc en somme, et c'est une vision assez globale finalement de cette entrée en matière, les amazighs dans les pays où ils existent continuent à jouer un rôle de premier plan
dans la vie politique des pays d'Afrique du Nord de manière beaucoup plus ostensible qu'avant, au regard d'une histoire de révolte, au regard des entités qui sont maintenant portées en dehors des pays. La question de la diaspora, elle est hyper importante dans le cadre de ce sujet-là, et pose la question de nouvelles réformes, que ce soit des réformes sociales, politiques, économiques, dans des sociétés parfois inégalitaires, très inégalitaires pour certaines, au niveau de ces questions-là entre Arabes et Amazirs, qu'on met souvent en contradiction et que l'on pense complètement binaire finalement. Pour en parler, je suis content d'avoir avec nous, j'ai commencé avec toi, Leïla, comme tu préfères. Comme tu veux. D'accord. Sociolinguiste, alors tu nous parles, tu es la présidente de Kif Kif Bladi, danseuse, aussi chorégraphe. Tu mets en valeur beaucoup l'héritage amazigh à travers ta page que vous pouvez retrouver justement sur Society. Très contente de t'avoir ce soir avec nous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec nous, j'en ai parlé, Malika Assam, historienne, ethnologue, maître de conférences en langue et culture berbère à Aix-Marseille Université, chercheuse à l'IRMAM et chargée de cours à Sciences Po Paris. Aussi coordinatrice du programme Maghreb Amazigh et puis autrice des tribus en Kabylie, les Et Zemzel, de la tribu précoloniale à la reconstruction identitaire berbère. Presse de l'INALCO en 2022, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonsoir à tous et merci aussi de m'avoir invité de nouveau et de me permettre en fait de diffuser du savoir sur ces populations dites aujourd'hui amazirs. Je pense que c'est important parce que comme tu l'as rappelé, ça suscite beaucoup de questions et il y a beaucoup de méconnaissances. C'est cela. Merci beaucoup d'avoir accepté. Juste à côté de toi, il y a Tila Sarabakrim, donc Tila, cofondatrice de Society, étudiante en double master de sécurité internationale, spécialité Moyen-Orient, Afrique du Nord, à Sciences Po et à King's College London. Tu n'es pas là justement parce que tu es à Londres. Et tu es aussi la créatrice de la plateforme amazing.off sur Insta. Est-ce que tu nous entends et tout va bien, Tila? C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous et à tous, merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas vous rejoindre en personne. Comme l'a dit Hafsa, je suis de l'autre côté de la Manche. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir de nouveau cette discussion autour des Amazirs, de l'amazirité, avec notamment Malika Assam, comme on l'a eu la dernière fois. Et j'ai hâte de continuer cette discussion très riche. Merci beaucoup, Tila. Et puis Sarah, on te connaît sous le nom de Berber Woman, dessinatrice et créatrice de contenu en ligne autour de la culture berbère amazigh, de l'histoire et des femmes amazighes au Maghreb, féministe algérienne, connue justement sur Instagram. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis je finis par me présenter, on le fait rarement, mais je vais quand même me présenter. Hamza Bensouda, donc journaliste, je suis freelance, chercheur spécialisé dans les questions de genre et de sociopolitique au Maghreb et cofondateur avec Tila de Society. Eh bien, je pense qu'on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet. J'ai beaucoup fait d'allusions à toi, Melika. Je propose qu'on fasse un tour d'horizon, justement autour de ces questions de Amazigh et Berbère. Vous l'avez entendu dans nos débuts. Entre Amazigh et Berbère, quelle est la différence? Quels sont les enjeux? La dénomination, finalement, elle est intéressante pour celles et ceux qui se posent la question de comment qualifier finalement ces questions-là. Certains vont dénoncer le mot berbère pour son emprunt barbare, on va revenir dessus. La question, elle peut paraître triviale, mais je vous la pose, Madame Assam. Est-ce qu'il faut laisser perdurer l'appellation de berbère dans les écrits académiques, les us et langages? Et puis, quelle est la différence finalement entre les utilisations qu'on a de berbère et de amazigh? Certains académiques affirment notamment que ce sont les populations elles-mêmes qui vont se donner le nom de berbère. Qu'est-ce que vous pensez du débat étymologique autour de ce mot? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner un petit tour d'horizon? Oui, alors je vais revenir sur ces deux termes, mais je vais commencer par dire que moi, ma position, en fait, c'est en général de ne pas faire d'assignation et de ne pas être normative, hein, puisqu'après tout, à chaque acteur de choisir ce qu'il met dans berbère ou ce qu'il met dans amazigh en fonction de ses expériences et puis en fonction des connaissances qu'il peut accumuler. Donc effectivement, le terme berbère, on le relie au terme barbare,
Bon, à la base, quand même, dans les sources historiques, on va le retrouver plutôt dans les sources des lettrés arabo-musulmans, au moment juste après la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord, donc au 7e, 8e siècle. Et on trouve donc dans les textes al-barbar pour désigner toutes les populations qui, au moment de la conquête, n'étaient ni de culture latine ni de culture grecque, hein, puisque dans l'histoire antique, il y a eu romanisation de l'Afrique du Nord. Et il y a une connotation quand même qui est négative, hein. Je vous cite une phrase qu'on peut trouver dans Ibn Khaldoun, dans le Kitab al-Ibar, qui a été traduit l'histoire des Berbères au moment de la colonisation, hein, qui n'était pas le titre originel. Mais il explique en fait qu'à un moment donné, donc, lorsqu'on découvre ces populations de l'Afrique du Nord, il cite cette phrase « Quel berbera que le vôtre, hein. C'est un mélange de cris inintelligibles ». Et j'ai beaucoup aimé la référence au Premier ministre marocain, enfin je me souviens plus exactement, qui parle de langue chinoise, donc en gros une langue inintelligible. C'est quelque chose qui n'est pas du tout récent, hein. C'est quelque chose d'assez ancré d'un point de vue, on va dire, d'une culture élitiste, lettrée, dans le monde arabo-musulman. Donc ça, c'est peut-être la première chose qui va expliquer que cette connotation négative, hein, qu'elle soit par rapport à cette culture lettrée de référence arabo-musulmane ou culture lettrée de référence gréco-latine, hein, avec les barbares, les Imaziren n'en veulent pas aujourd'hui parce que pour certains, elle est chargée de ces connotations négatives. Il y aurait aussi un autre phénomène, c'est que ce terme, il s'est aussi chargé d'autres sens. Hein, vous le savez, les mots, ils ont une histoire, hein, ils changent de sens avec l'histoire, ils prennent des connotations. Et il s'est chargé de connotations négatives aussi au moment de la colonisation, puisque les puissances coloniales, vous faisiez bien de rappeler que le monde berbère, ça n'est pas que le Maroc ou l'Algérie, hein, on a aussi des berbères, par exemple, en Libye. Donc, que ça soit l'Italie, par exemple, pour cet espace-là, ou la France, il y a eu une instrumentalisation du fait culturel berbère qui a été traduit afin de mener une politique, alors souvent qu'on appelle politique kabyle ou politique berbère, selon que ça soit en Algérie ou au Maroc. L'expression peut être critiquable parce qu'elle fait penser qu'on a favorisé les Berbères ou les Kabyles, ce qui n'a pas été du tout le cas. Cette politique, c'était quoi? C'était la politique de toutes les puissances coloniales, la politique du diviser pour mieux régner. Voilà. Donc voilà, il y a ces connotations négatives qui ont chargé le mot berbère, mais malgré tout, il est ancré dans l'histoire, il est ancré notamment au niveau scientifique parce que les études berbères, donc l'intérêt pour la langue, pour la littérature, pour ces sociétés, leur organisation, est lié avec ce moment colonial où naissent en fait aussi les sciences savantes, les sciences académiques, hein. Donc c'est un petit peu compliqué aussi de l'effacer totalement. Donc effectivement, vous pouvez toujours retrouver les deux. Et puis, enfin, j'ai envie de dire libre à chacun quand on utilise une catégorie, de toute façon, il faut toujours situer sa catégorie, préciser ce qu'on entend par cette catégorie. Donc, moi, je pense que voilà, le mot berbère, il peut perdre ses connotations négatives. L'intérêt du terme Imaziren, je terminerai là-dessus, qui a un vrai ancrage historique, hein, même dans Ibn Khaldoun, par exemple, qui est un auteur du XIVe siècle, si je ne fais pas d'erreur, quand il présente en fait l'origine des Berbères, puisqu'à l'époque on a le modèle généalogique, hein, pour présenter l'histoire, il dit ce sont les descendants d'un aïeul qui s'appelle Mazir. Hein, donc on retrouve, il y aurait d'autres arguments pour montrer cette importance, hein, cette réalité de l'ancrage du terme Amazir ou Imaziren au pluriel, hein. Donc ce terme, c'est au milieu du XXe siècle et approprié notamment dans le militantisme kabyle nationaliste indépendantiste, hein, donc des jeunes lycéens, des jeunes étudiants à Alger qui se battent dans le cadre du Parti du peuple algérien qui à ce moment-là milite pour l'indépendance de l'Algérie. Ils font tout un travail pour faire des chants patriotiques et ils font beaucoup de néologie. Ils créent des mots pour désigner de nouvelles réalités de ces populations, et notamment le terme Amazir, qui existait déjà, mais dans un sens très restreint selon les régions pour s'auto-désigner, comme par exemple au Maroc central, hein, vous avez une population qui se dénomme Imaziren et qui parle la Tamazirt. Donc les Kabyles le réapproprient dans un sens différent pour dire c'est tous les Berbères.
Et Tamazigh devient la langue de tous les Berbères, qui se décline dans des variations régionales. Et il va se diffuser par le militantisme dans les années 70 à toutes les régions berbérophones. Et puis, il va être approprié à partir des années 1990-2000, au moment où les États vont institutionnaliser la mazirité. Ils ne vont pas choisir le terme berbère, qui a pourtant, on va dire, un ancrage dans la langue arabe, puisque je vous ai dit, dans tous les textes médiévaux d'époque moderne, on utilise le terme al-barbar pour les berbères, ou al-barbaria pour la langue, mais voilà, on passe à al-amaziria, par exemple, en arabe, et puis même dans les textes en français, on va approprier amazir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce terme, c'est que du coup, on met en avant une conscience de soi nouvelle de ces populations qui auparavant avaient un horizon, on va dire, en termes de langue plutôt régional. On s'appelait Kabyle parce qu'on parlait Tarbélit, la langue kabyle. On s'appelait Achilhi parce qu'on parlait la langue Tachilhit, etc., pour les différentes régions. Donc, on avait cet ancrage régional. Et ce que montre le mot amazigh, c'est cette identité nouvelle que tentent de construire des militants, qu'ils tentent de diffuser aussi dans les sociétés, pour redevenir un peu acteurs, finalement, de leur histoire et prendre une part dans les constructions nationales du Maghreb d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. C'était assez complet. Ça répond pas mal des questions autour de ces... Voilà, le fait de prendre... Les questions seront à la fin. Avec un micro, vous inquiétez pas. Parce que sinon, les personnes... On ne vous attend pas sinon, donc on va attendre pour la fin pour les questions. Mais justement, on arrive justement à cette question-là, qui est la prochaine. Et qui est justement, finalement, on a ces dénominations entre berbères, on a ces questions d'amazigh, puis il y a aussi les noms de ces populations. Parmi elles, il y a, je sors de ma tête comme ça, les Ishlihin, il y a le Kabyle. Est-ce qu'on peut définir aussi quelques-unes de ces dénominations-là selon les endroits où elles se trouvent en fait, dans les pays du Maghreb? Par exemple, le mot Kabyle ou le mot Ishlihin. Vous voulez dire en fait l'étymologie, d'où viennent ces termes? Oui, voilà. Alors, ça peut être variable, mais de manière générale, c'est très souvent ces populations berbérophones, j'ai envie de dire dans toute leur histoire, depuis l'Antiquité, on a des dénominations qu'on va appeler exogènes, qui sont données du point de vue extérieur, en fait, du regard extérieur. On l'a vu pour le terme al-barbar, par exemple. Le mot kabyle vient du terme arabe raba'il, qui veut dire les tribus. Et c'est le regard. Alors, ça pouvait être un terme qui n'était pas appliqué uniquement aux populations que vous avez aujourd'hui dans la région qui s'appelle proprement Kabylie. Ça pouvait être le monde des tribus aussi un peu partout ailleurs, par exemple en Algérie. Mais il n'empêche que donc d'abord, c'était un regard un peu, on va dire, dévalorisant. C'était le point de vue d'une culture, on va dire, citadine, lettrée, qui n'était pas organisée sur le modèle tribal. Et il n'empêche qu'en fait, ces populations se sont appropriées en fait ces termes comme des ethnonymes pour s'auto-désigner et pour désigner une conscience de soi régionale. Je disais, ce que change le XXe siècle, c'est la conscience de soi qui va être à une plus grande échelle. Exactement. Le terme Achilhi, c'est un peu aussi la même chose, et ça désignerait, d'après ce que j'ai pu lire d'un auteur qui est Rachid Aghrour, qui a fait un très bel article sur ce mot voyageur, comme il dit, shleh. Ça désigne en fait, je crois qu'il dit, ça veut dire taillader, ça veut dire couper. Et il explique qu'en fait, ce sont les lettrés du Souss, donc de cette région du sud-est du Maroc, qui trouvent que en fait, les Berbères de cette région parlent un langage qui n'est pas... Alors, on ne dit plus el-barbar, justement, on ne dit plus el-barbaria pour désigner leur langue, parce qu'elle s'est modifiée, parce qu'il y a eu contact, il y a des contacts linguistiques anciens entre l'arabe et le berbère.
Et donc, c'est plus tout à fait le berbère, mais c'est pas tout à fait de l'arabe. Donc, c'est une manière un petit peu apparemment péjorative de désigner leur langue, qui serait un arabe tailladé, pas un vrai arabe. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de ces dénominations, voilà, qui sont un peu des dénominations dans un regard extérieur, qui ont pu être dévalorisants, mais qui ont perdu complètement ces connotations aujourd'hui. Depuis la fin du 19e siècle, on a une collecte massive de textes, de littérature orale, donc on a le point de vue interne de ces populations, leur regard sur elles-mêmes. Ces termes n'ont plus ces connotations négatives et servent à s'auto-désigner. D'accord. Merci beaucoup pour ce petit point étymologique qui est bienvenu justement sur une question qui peut paraître nouvelle à beaucoup de personnes. Je vais me tourner vers Tilla, puisqu'on a évoqué ces questions socio-historiques et qu'on commence à comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Tilla, après les années 80, il y a quand même une reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle au Maroc, c'est en 2011, et en Algérie en 2016. Finalement, où en est en fait cette cause amazigh aujourd'hui au Maghreb? Oui, alors justement, en ce qui concerne on va dire l'état des lieux en ce moment des mouvements amazighs, il y a beaucoup à dire. Mais pour commencer déjà par là où tu as commencé ta question, c'est-à-dire l'officialisation, donc au niveau plutôt institutionnel des langues amazighes, enfin de la langue amazigh, parce que d'ailleurs c'est une langue qui a été plutôt unifiée et c'est plutôt un néologisme de l'amazigh, en tout cas en ce qui concerne le Maroc, puisque comme Malika l'a très bien rappelé, il y a différents dialectes et différents amazighs en réalité au sein de l'Afrique du Nord. Mais en ce qui concerne cette officialisation, évidemment, c'est pas une surprise de dire qu'elle n'équivaut pas encore à l'égalité avec l'usage qui est fait avec l'arabe, par exemple. Et on le voit bien avec toutes les politiques publiques qui souvent demandent des investissements massifs qui ne sont pas mis en place par les différents gouvernements. Je pense par exemple à l'éducation, ou en tout cas je parle de l'exemple du Maroc puisque c'est celui que je connais le mieux, mais depuis 2007, il était censé y avoir une éducation bilingue dans les écoles publiques marocaines arabes et tamazight, mais évidemment, dans les faits, on observe que c'est une officialisation très partielle, très centrée en tout cas sur les régions, donc les régions rurales, donc les plus berbérophones, certes, mais qui ne s'apparentent pas encore à une véritable officialisation. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit sur le terrain. Mais il faut dire que depuis 2011 pour le Maroc, 2016 pour l'Algérie, les mouvements activistes amazighs ont beaucoup progressé en dehors de l'aspect institutionnel, puisqu'il y a aussi eu entre-temps les printemps arabes, donc encore une fois une dénomination qui n'a pas encore inclus tous les mouvements qui la composent, mais c'est assez réveillé. En fait, ce moment des printemps arabes est assez charnière dans le réveil des activistes amazighs, puisque comme le rappelle un chercheur qui s'appelle Mohan Tilmatin, qui dit que la marginalisation en fait des amazighs lors des printemps arabes, qui peut paraître anodine, a en réalité causé une résurgence de la cause amazigh, non seulement au Maroc et en Algérie, où ces mouvements culturels ont déjà été plutôt bien structurés depuis une trentaine d'années, avec des institutions officielles, etc., mais aussi en Tunisie, où même si les berbérophones sont une très petite minorité, ils ont réussi à se mettre en quelque sorte devant de la scène, où en tout cas les gens ont commencé à savoir qu'ils existent. Et en Libye, évidemment, où ils sont beaucoup plus nombreux, et on sait tous que les Amazighs ont participé évidemment à la chute de Kadhafi en 2011. Et ont permis de mieux se structurer. Je pense notamment aux localités de la Dal al-Nefoussa, donc à l'ouest plutôt de la Libye. Mais en revanche, pour ce qui est de l'état des lieux, un peu des revendications amazighs,
on va dire que c'est très société civile encore. Certes, on voit beaucoup, on a une très grande médiatisation des initiatives des différents gouvernements. On parle bien sûr plutôt du Maroc et de l'Algérie, même si en ce moment, si on regarde un peu les initiatives du ministère de la Culture en Tunisie, il y a un certain effort de valorisation du patrimoine berbère, même si celui-ci enfin voilà, si presque aucun Tunisien ne parle berbère, enfin c'est très rare en tout cas, mais il y a un effort de plus en plus de valoriser ce patrimoine, surtout au sud de la Tunisie. Donc voilà, je dirais que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le définir très globalement. Voilà. Et justement, ça m'amène très bien vers une question qui revient souvent, cette division dans les termes finalement, quand on dit monde arabe, quand on dit printemps arabe, on a tendance justement à mettre de côté finalement les identités complexes qui se retrouvent dans ces régions-là. C'est bien sûr par des généralisations et des us de langage un peu rapides. Et finalement, ça colmate et ça met pas en lumière justement ces identités amazighs. Ça vient justement avec ces questions des Arabes finalement. Et je vais me tourner vers toi, Sarah, justement, parce que dans tes illustrations, justement, tu permets de montrer qu'il y a autre chose qui est contenu dans cette expression que les Maghrébins, les Arabes. Est-ce que pour toi, cette forme-là, elle permet aussi de répondre à ce problème-là d'invisibilisation, finalement, à travers les discours et que tu fais ressortir avec l'art? Du coup, à travers mes illustrations, ce que je recherche à faire, c'est du coup de valoriser la culture amazigh. Je t'avoue que je donne un aspect plutôt... quand par exemple je parle je fais des illustrations autour de l'Algérie, je ne vais pas cibler quelque chose d'arabe ou... C'est pas... mon objectif vraiment, c'est de valoriser la culture amazigh, la culture berbère. Et du coup, la petite dimension arabe, j'en parle pas forcément dans mes illustrations. Et voilà, j'ai pas... Ouais, mais ça paraît logique. Et justement, faire rebondir la question à Melika, justement, sur ces ces générations rapides qu'on a finalement entre arabes et berbères. Comment on peut le constater aussi au niveau de l'universitaire, du monde académique aussi? Alors la question est complexe, donc en quelques mots, ça va être un peu long. Moi personnellement, je trouve que ça bouge, ça change. Il est vrai que, suite à l'instrumentalisation du fait berbère à l'époque coloniale, et les études berbères ont été un quasi-monopole français pendant cette période coloniale, il y a eu un espèce de refoulement, en fait, on va dire, aux indépendances. Ouais. Et c'est vrai que ça n'a pas été toujours simple, en fait, de vouloir se spécialiser sur le domaine berbère. D'abord, il n'y a pas beaucoup de postes, je vous avoue. Et franchement, on a des réactions où on sent un espèce allez, j'ose le terme, d'anti-berbérisme primaire, parce qu'on travaille sur les berbères, on serait des farfelus racistes ou je sais pas quoi, enfin bref. Et on serait les héritiers de l'époque coloniale. Et on retrouve beaucoup en fait le discours des États indépendants qui refoulaient cette dimension berbère. Ça, je trouve que ça change un petit peu. Parce qu'il y a des générations nouvelles, en fait. Deux, parce que les dynamiques militantes ont rendu visible, vous utilisez beaucoup ce terme, oui, c'est important, elles ont rendu visible finalement la mazirité. Et puis, par rapport aux expressions, effectivement, printemps arabe et la difficulté de ce regard, surtout du point de vue, on va dire, européen, de voir la diversité au-delà de ce terme. Il suffit de voir aussi comment on voit l'émigration maghrébine en France, arabe, musulmane, on a du mal à voir la complexité. Du point de vue académique, moi je trouve qu'avec les collègues qui parfois me sollicitent dans des séminaires sur, par exemple, la littérature arabe
Ou voilà, l'autre fois, c'était, vous savez, suite au match de foot. Alors, j'ai pas bien Ah suivi oui. moi la Coupe du Monde, hein, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses sur le Maroc représentant du monde arabe. Et j'ai beaucoup apprécié que certains chercheurs qui intervenaient disaient oui, mais la rue arabe, attention, elle est diversifiée. Ce sont les Berbères, ce sont les Kurdes. Donc, je pense quand même qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a tout n'est pas réglé, évidemment, hein, notamment Bien du point sûr. de vue médiatique, hein, mais je pense qu'il y a une ouverture, il y a une meilleure prise en compte, en fait, de cette diversité de ces sociétés. Je parle évidemment du point de vue académique. Je pense que dans les débats sociaux et dans tout ce qui va être médiatique, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment, des deux côtés de la Méditerranée, j'ai envie de dire, hein, parce que Mhm. si je peux juste me poursuivre. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, bien sûr, allez-y. Je peux prendre du temps. Euh, je pense que par rapport à l'institutionnalisation et à la reconnaissance, c'est des moments fondamentaux parce que symboliquement, ça légitime, ça légitime malgré tout en fait ces revendications, hein. Alors évidemment, ces concessions qui ont été accordées par les États, ce sont des concessions qui sont liées à des militantismes qui ont agi, hein. Et j'ai envie de dire, les militantismes, ils sont très divers, hein. Ça passe par les individualités, comme les artistes hein, qui sont présentes ici et qui valorisent par la création. Elles redynamisent aussi une culture ou des associations qui vont être plus revendicatives en termes politiques, etc., avec des revendications qui peuvent être extrêmement variées. Et ça, c'est important de considérer qu'en fait, le monde berbère, finalement, il faut le décliner au pluriel, hein, c'est plutôt les mondes berbères. Et je voulais revenir sur le terme quand même de valorisation du patrimoine. Mhm. Le terme patrimoine, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, hein. C'est quand même parce que bon, le patrimoine berbère, on va dire que au niveau des indépendances, hein, les Berbères ou la Mazirité, si elle était dans les musées ou si c'était pour les touristes, ça allait très bien, hein, ça les gênait pas. Donc le terme patrimoine, c'est aussi une manière de risquer la folklorisation de la culture et il faut éviter ça. Totalement. C'est une très belle transition justement à la question que j'allais te poser, Leïla, justement, puisqu'il y a cette question de comment mettre en avant ces cultures-là et ne pas tomber justement dans l'écueil de se sentir finalement être un spectacle ou être une représentation de quelque chose et plutôt vraiment mettre en valeur à la fois la culture, à la fois la diversité de la culture. C'est pour ça que j'aime bien souligner les cultures plutôt que la culture amazigh, puisque c'est plein de cultures différentes qui s'entremêlent, qui se rencontrent, qui se juxtaposent. Comment, à travers justement une pratique artistique, que ce soit la chorégraphie ou justement ce que tu partages, on arrive avec justement, on évite cet écueil-là très précis à travers Kif Kif Bladi, par exemple. Oui, bah alors déjà, pour présenter Kif Kif Bladi, c'est une compagnie de danse où on est 7. Et déjà, de par la composition du groupe, on répond à cette question-là, puisque dedans, on est des Marocains, Marocaines, une Algérienne, une Tunisienne Touareg, donc d'héritage amazigh, ce qui est, comme on l'a dit, qui est assez rare, et une Libanaise, ainsi qu'une Sénégalaise. Donc déjà, avec la Libanaise, on a cette question de l'arabité versus l'amazirité de facto, mais aussi des questions religieuses, parce que c'est une Libanaise chrétienne, elle n'est pas musulmane, elle parle l'arabe beaucoup mieux que nous tous. Nous, il y en a qui sont dalijophones comme moi, alors que je suis de lignée amazigh, mais on a perdu la langue dans ma famille en une génération. On a une Shilha qui parle Shleuh, mais elle nous dit, donc pour l'autre raison étymologique aussi, elle dit oui, il y a des chercheurs qui ont dit que c'était péjoratif, que c'était assimilé à des personnes qui volaient. Voilà, il y a plein d'explications. Donc effectivement, moi, quand j'explique mon projet de danse, de compagnie de danse traditionnelle d'Afrique du Nord, parce que j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du modern jazz et que j'ai fait beaucoup de spectacles, et que je dis, mais nous, pourquoi on n'est jamais sur scène ? Il y a cette question de folklorisation, et systématiquement, dans mes débuts, on m'a dit, ah, tu fais de la danse orientale. Ah, mais moi, je viens d'Oujda, on fait de la rgada, c'est une danse guerrière. C'est comme l'ahlaoui qu'on retrouve en Algérie, c'est une danse tribale, c'est une danse masculine. Sinon, dans ma tribu, on pratique le hidous, qui se retrouve aussi en Algérie, le sorf. Donc avec le bendil, ça n'a rien à voir avec
costume de pièce sur une scène. Voilà, pour moi, la danse orientale, raqs sharqi égyptienne, est une invention coloniale pour divertir les colons français et anglais en Égypte. Tout à fait. Ça n'existait pas? Et du coup, Je ne dansais pas en 2 pièces en Afrique du Nord. Oui, pardon, les questions à la fin. ne vous inquiétez pas. Et, Tu et peux continuer. du coup, effectivement, quand on commence à répondre à des questionnements, des étonnements sur quelle danse pratique-t-on, de quelle région, pourquoi on n'a pas une danse unifiée, eh ben, on met en avant les pluralités des régions à travers, pas seulement la danse, mais la langue, les bijoux, les tenues. Et donc, comme disait Malika, nous, on a parlé souvent du patrimoine immatériel, on a classifié les danses d'un patrimoine immatériel, et là, on parle de plus en plus de matrimoine dans ma compagnie. On se focus vraiment sur le matrimoine, parce que finalement, le matrimoine dans la culture amazigh a une place primordiale, c'est la transmission par la femme, et on voit que là, il y a un gros problème de perdition des traditions et de la culture, pour plein de raisons liées à la femme, parce que la femme est de plus en plus émancipée, elle travaille, la modernisation, l'exode rural, donc on n'a plus le temps en fait de transmettre comme avant. Moi-même, je suis mère, j'ai une fille. Bon, allez, le soir on danse à l'Gada, j'ai pas le temps en fait. On a perdu beaucoup de choses en chemin. Et donc, effectivement, des projets comme ça nous permettent de nous dire, nous sommes héritiers d'une culture orale, mais on ne va pas s'arrêter là. On va creuser de plus en plus. Et ça peut être par des pratiques artistiques de dessin, de design, de chant, de musique. Nous, c'est la danse. On va montrer vraiment cette richesse à travers des danses de chaque région, avec les costumes, avec les symboliques, et de dire on n'est pas une danse de divertissement, on est une danse qui a un propos social. Vraiment, nos danses amazighes ont toutes un propos social. La danse kabyle, c'est la cueillette des olives. La danse argada ou l'alawi sont des danses, non pas, même pas guerrières, mais militaires, vraiment sur les champs de bataille. Les danses du Souss, l'ahwesh, ça symbolise donc le côté sur côté, les champs de blé, le mouvement du vent. Voilà, beaucoup de rapports à la nature qui rejoint finalement les croyances pré-islamiques amazighes. C'est une façon aussi de retenir l'identité. En fait, on a beaucoup parlé dans des précédentes réunions ou des précédentes conférences, justement, et aussi avec Tila, qui est là, qui va sûrement peut-être rebondir sur ça, sur la perte ou l'oubli qui menace toujours et qui semble menacer toujours la culture amazigh, enfin, qui est ressentie comme menacée. On essaie de retenir finalement et de faire vivre finalement par d'autres moyens. Et justement, la culture en est une, de finalement garder cette part d'identité-là et de la mettre en valeur à travers finalement cette génération qu'on essaie de faire, de montrer qu'en fait, il y a plusieurs cultures. Je vais peut-être basculer la question à toi, Sarah, sur justement à travers tes dessins et comment tu exprimes ton identité et comment tu essaies de répondre à cette invisibilisation. Comment tu ressens le dessin comme une part d'identité? Au final, mon identité, elle est plurielle. Je suis kabyle, je suis algérienne, je vis en France. J'ai plusieurs, au final, influences. J'ai des amis qui sont marocains, des amis qui sont français. Et au final, c'est tout ça qui fait mon identité. Et moi, aujourd'hui, à travers mon projet d'illustration, je cherche à montrer cette identité amazigh. Donc cette particularité amazigh, et je fais beaucoup de recherches autour de cette culture et j'essaie de transmettre aussi du coup tout ce que je trouve, toutes les recherches que j'ai, qui m'intéressent et que j'ai envie de transmettre. Par exemple, dans mes dessins, je fais beaucoup de dessins de tatouages, par exemple, avec les significations. Parce que dans notre culture, il y a des femmes des femmes et des hommes aussi qui ont des tatouages sur les mains, sur le visage, le cou, et ils ont des significations. Et du coup, à travers mes illustrations, par exemple, je peux faire des dessins avec ces symboles et donner les significations. Et au final, c'est une transmission. Et donc, c'est une partie de mon identité. C'est pas toute mon identité
Et la partie aussi, on parlait de matrimoine, il y avait beaucoup de dessins de femmes et de figures, de femmes, figures historiques. Et c'est ça, en fait, l'objectif aussi, c'est de mettre en avant les femmes, les personnalités, les femmes inspirantes à Amazigh, qui ont œuvré pour notre culture, qui ont œuvré aussi pour les droits des femmes en Algérie et aussi au Maroc et ailleurs. Et aussi des personnalités qui ont milité pour la cause, des personnalités, par exemple, des hommes, par exemple Khatab Yassine. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant ces femmes-là et parce que finalement, on n'entend pas assez parler. Et il faut les mettre en avant, il faut que les gens les découvrent, qui est Dihya, qui est Tinhinen, plusieurs personnalités qui, au final, certaines personnes d'origine amazigh ne connaissent pas forcément, et du coup, l'idée, c'est qu'ils les découvrent aussi. Et comme dans la culture, il y a vraiment cette question à la fois de ce qui la représente et aussi de la langue, de la question de la langue. On parlait justement avec deux chercheurs-chercheuses, donc Fatima Sadiqi et Mohamed Naji. Tila, on parlait justement de cette question de ne pas perdre la langue. Alors on parlait pour le cas de la Darija, puisque on se posait la question finalement de savoir est-ce qu'en allant à l'étranger, on perd une partie de la langue et comment il y a de la résistance dans la langue. Justement, et donc il y a une partie finalement de la relation forte entre Amazigh à l'étranger et ceux de la région qui existe pareillement dans ce cas-là, dans ces questions de berbérité. Tila, justement, est-ce que tu constates cette relation forte entre Amazigh à l'étranger, ceux de la région, et comment se construit finalement cette amazighité dans les diasporas? Oui, alors juste pour revenir peut-être vite fait sur la complexité des mouvements, des différents mouvements amazighs au Maghreb, c'est vrai qu'au niveau politique, en tout cas, on constate qu'il y a un peu, dans ces dernières années, on a un peu de nouveaux types de revendications qui sont de plus en plus locales. Parce qu'au fur et à mesure, évidemment, que les gens connaissent ce que c'est que les cultures amazighes et les différentes revendications linguistiques, culturelles, et au fur et à mesure que, évidemment, il y a ces avancées symboliques ou très importantes d'officialisation de la langue, on remarque que de plus en plus, on a chaque région en fait qui a de plus en plus ses propres revendications. Donc on pense par exemple aux mouvements autonomistes en Kabylie qui vont pas du tout avoir les mêmes enjeux que les Berbères du Rif ou dans le Souss ou en Libye. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que c'est un peu, j'ai l'impression, ce vers quoi on se dirige, en tout cas au niveau purement politique. Et en fait, ça nous mène un peu à repenser l'insertion dans la dimension entre guillemets transnationale de la mazighité, parce que souvent, jusqu'ici, la mazighité a beaucoup été pensée depuis en tout cas les printemps berbères comme une grande, Tamazra, la grande nation amazigh des Canaries à l'oasis de Siwa. Mais en fait, on remarque que maintenant, elle commence on commence à avoir des voix un petit peu de plus en plus indépendantes. On le voit notamment au Congrès mondial amazigh, donc qui est en fait le rassemblement de tous les mouvements berbéristes, si on peut dire ça comme ça, et qui devient de plus en plus un forum des différents peuples amazighs en fait au niveau infra-étatique. Donc déjà cette image-là politique, je pense que ça en dit beaucoup. Mais au niveau de la diaspora, justement, c'est aussi à travers ça qu'on le voit, ces particularités. Donc, même si on a évidemment des institutions comme l'Académie berbère ou la revue Awel qui permettent, qui ont été vraiment des pionniers pour structurer un peu la langue, diffuser le tifinagh, vraiment des moments qui ont permis un peu de ravivifier, je ne sais plus comment on dit, les spécificités linguistiques, culturelles. Mais aussi la diaspora, on va dire, les gens en fait, les Imazighes qui vivent, donc les immigrés qui
qui vivent dans les différents pays, donc en particulier en France et en Espagne, mais aussi en Belgique et un peu aux Pays-Bas. C'est là où on va constater un peu les diasporas. Bon, moi, je me mets du point de vue très politique, mais évidemment, il y a plein de choses qui se font au niveau artistique, culturel. Enfin, c'est une nébuleuse en fait. C'est très large, mais en tout cas, l'exemple de l'Espagne, je trouve qu'il est assez parlant parce qu'on n'en parle pas beaucoup forcément quand on est en France, mais vu qu'en fait en Espagne il y a dans le pays même des mouvements autonomistes en Catalogne, au Pays Basque, etc. Et ben, il y a eu des recherches qui ont été faites sur la comparaison en fait entre les mouvements berbéristes et ces mouvements autonomistes, notamment par une chercheuse qui s'appelle Ángela Suárez Collado et qui a dit que la structuration du mouvement amazigh, elle est liée un peu aux caractéristiques de la, on va dire des similarités qui peuvent se faire entre catalans et rifins, parce que vu que c'est la diaspora la plus grande, la diaspora amazigh la plus grande en Espagne, et donc on observe que c'est là où il y a la communauté la plus active, qui a le tissu associatif le plus important, et qui a même une grande sensibilité des pouvoirs publics locaux et régionaux vis-à-vis de la défense des particularités linguistiques et culturelles des autres communautés, etc. Donc je trouve que c'est un phénomène assez intéressant quand on parle de revendications amazigh. Et aussi, on parle évidemment des tissus associatifs, mais bien sûr, les réseaux sociaux sont un formidable outil pour le militantisme amazigh, et on le voit avec tous les artistes, tous les activistes, même les chercheurs, enfin tout le monde en fait maintenant est présent sur les réseaux sociaux, et ça a donné une vraie visibilité en fait au plus large public. On a par exemple la professeure à l'INALCO Daniela Merola qui a étudié ce phénomène-là et qui a constaté un peu deux caractéristiques de l'activisme amazigh sur les réseaux sociaux. Donc on a à la fois une apparition de nouvelles formes transnationalistes, donc avec des identifications qu'on connaît toutes, par exemple la Tazarzeit, le drapeau, le tifinagh, enfin vraiment des marqueurs que maintenant qui sont très démocratisés, alors qu'avant c'était, la lecture par exemple de l'alphabet tifinagh, c'était réservé vraiment à une toute petite minorité qui étudiait ça et qui s'y consacrait. Et aussi à la fois, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, et aussi à la fois pour les spécificités locales en fait. Donc pas juste la majorité, mais les spécificités locales où, par exemple, comme le collectif Kif Kif Belgi est un excellent exemple, je trouve, vu que ça montre par exemple les danses de chaque région et ce qu'elles signifient, et ça permet en fait de faire un travail d'éducation et de vulgarisation à des gens qui ne connaissaient pas du tout toutes les subtilités de ce monde-là. Voilà. C'est vraiment très intéressant justement de faire ces ponts entre différentes cultures qui se ressemblent beaucoup, et finalement les ponts entre les différentes diasporas qui existent, et aussi la question finalement qui revient de montrer les choses ou de mettre en avant la culture à travers différents moyens. On va finir justement, je vais revenir sur les questions de réseaux sociaux puisque je vais les poser à vous trois en fait, puisque vous êtes très très présentes justement avec vos pages différentes, mais il y a aussi la question de montrer la terre. J'ai en mémoire, si je ne me trompe pas, cette vidéo que tu as partagée sur Instagram de montrer en fait une terre que si j'ai bien compris, qui t'appartient maintenant. Pourquoi justement avoir mis cette vidéo-là, et en quoi elle est importante justement? Pour moi, mon rapport à la mazirité, c'est vraiment la terre. C'est Tamazra, c'est vraiment la montagne. Donc, ma famille s'est installée à Oujda quand mon père a émigré en France pour offrir un meilleur niveau de vie à mes grands-mères. Mais nous, on vient vraiment des montagnes à 30 km d'Oujda. Et la seule richesse, entre guillemets, qui nous reste, parce qu'on vient d'une famille très modeste, comme la majorité des gens dans la région, bien c'était des terres.
Le temps avançant, les gens s'installant en ville, les besoins évoluant, et les héritages, on se déchire un peu, toutes les familles, je pense, ont connu ça. On veut vendre les terres de l'Arobia, on dit l'Arobia, donc à la campagne. Nous, privilégiés en France, on ne va pas dire non, 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 laissez-nous nos terres, on va y aller une fois tous les 5 ans, faire notre pèlerinage. On dit, ok, vendez les terres. Et finalement, moi, je viens d'une tribu qui est parifène, qui est Pachelha, qui est Zénet, donc puisqu'évidemment, il n'y a pas de frontière carrée en Afrique avant la colonisation, donc on est plutôt proche de Zénet, Maroc de l'Est, Algérien de l'Ouest. Et on est une tribu très isolée, on a résisté longtemps contre différentes, on va dire, agression, on protégeait tellement nos terres qu'on nous a soupçonné de cacher des trésors. Et pourquoi on jalousait nos terres? C'est parce qu'on avait des sources d'eau. Voilà. Donc il y a eu plein de mythes autour de nous, et finalement, le comble, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un recensement au Maroc en 2004 qui nous a recensés comme la commune la plus pauvre du Maroc. Donc nous, on est considérés dans la région comme des illettrés. La majorité sont des vendeurs de légumes, des agriculteurs. Donc on est passé d'un statut, on était une tribu assez redoutée, qui protégeait ses terres, qui avait beaucoup de valeurs, beaucoup de rituels, qui a combattu les Arabes, il faut dire ce qui est. J'ai même demandé à ma grand-mère, il détestait les Arabes. Il y avait plein de rites, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si un Arabe venait déjeuner chez les Skara, on les accueillait, très accueillants. Mais il fallait décontaminer les ustensiles de cuisine en bois en les brûlant dans de la cendre. Voilà, il y avait plein de rituels comme ça. Si tu prêtes tes chaussures à une arabe, tu ne la récupères pas, même si c'est des chaussures de mariage. Voilà, ma grand-mère me l'a bien dit. Plein de petites choses comme ça. Et tout ça, se cumulant, je vois les gens de ma tribu vendre leurs terres pour une bouchée de pain. Et des gens qui ne sont pas de la tribu arriver. J'ai même vu un moment un truc interminable. J'ai demandé à mon oncle, mais c'est quoi ça ? Et il me dit, c'est un Koweïtien qui a acheté des dizaines d'hectares pour se construire un palais. Voilà, un truc inimaginable. Et voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc j'ai laissé tout le monde un petit peu vendre dans la famille. J'ai dit à ma mère, si tu entends un petit bout de terrain qui se vend, tu me fais signe. Elle m'appelle un jour, elle me dit, il y a un petit bout de terrain qui se vend à côté d'un voisin qu'on connaît bien. J'ai pris un billet d'avion pour 3 jours. J'ai acheté le terrain en mon nom. Et c'était incroyable en fait. Et effectivement, nos pays évoluent sur ce rapport aussi de la diaspora. Donc il y a des facilitations pour accéder à la propriété, pour créer des entreprises aussi dans nos pays d'origine. Donc en 2 jours, j'avais mon acte de vente, j'y croyais pas. Je me dis, c'est pas possible, on n'est pas au Maroc, c'est plus rapide qu'en France. Et c'était vraiment rapide. Donc c'est vrai que j'ai illustré ce moment, je l'ai partagé, et ça libère la parole. Ça libère la parole sur les problématiques de symbolique qui nous restent ou non, les conflits familiaux, le fait de perdre toutes ces symboliques, le bout de terre, etc. Et ça a parlé à beaucoup de gens. Et voilà, je suis très fière d'avoir récupéré un petit bout de terrain sur mes terres. Et je vais emmener ma fille, certainement, prendre ces petites marques là-bas. Mais ça m'est vraiment resté en mémoire, justement, parce que quand on parcourt un peu les littératures amazigh ou berbères, selon le terme qu'on veut utiliser, il y a cette question de la terre, de tout ce qui est ancestral, de ce qu'elle représente. Je vais relancer la question peut-être à Melika, justement, sur cet exemple-là et cette anecdote de vie, et comment on peut lire aussi, finalement, ces questions de culture qui traversent la question berbère et le berbérisme, et qui finalement sont liées à la terre. Qu'est-ce que la terre aussi représente dans le mouvement militant berbérophone ou berbère? Alors ça peut être variable, hein. Depuis le début, on le voit bien, hein, à la fois, il y a cette dynamique commune de la mazirité, et à la fois, ça se décline de manière multiple, plurielle. Le mot a été beaucoup utilisé, je pense qu'il est très, très important, selon le local et le régional. Je ne pourrais pas parler pour l'ensemble des régions, mais je pense qu'il faut revenir, je pense, au mode de vie ancien, qui implique des rapports à la terre qui peuvent être un peu différents, et distinguer les berbérophones sédentaires et les berbérophones nomades.
Et c'est vrai que dans les régions du type du Rif ou de la Kabylie, que je connais mieux, on a des paysans sédentaires. Ça serait valable aussi pour une partie aussi du Souss. On a des paysans sédentaires qui sont viscéralement attachés à la terre, hein. J'entendais beaucoup cette histoire de la vente des terres. Nous, personnellement, c'est invendable, la terre des ancêtres. Nos ancêtres sont enterrés sur nos terres. Donc, ouais, il y a ce rapport vraiment viscéral, vraiment. Ma terre, c'est mes ancêtres. Il y a quelque chose. Et puis, je dirais, il y a cette articulation entre la culture et le terroir, parce que ce sont des cultures aussi rurales, hein, qui sont imprégnées de ces modes de vie, de ces productions. Je crois que c'était la troupe de danse, hein, vous parliez de la danse, le lien avec l'olivier, c'est quelque chose, voilà, c'est une référence fondamentale chez les Kabyles, hein. Alors après, vous avez des enjeux socio-économiques au niveau des possessions des terres dans certaines régions parce qu'il y a des ressources et que ces ressources, évidemment, elles attisent les convoitises, que ça soit de l'État, que ça soit les ONG. Je citerai un exemple, il y a eu un très beau film qui s'appelle Amoussou sur un mouvement qui s'est produit au sud du Maroc parce que des villageois avaient perdu l'accès à leurs sources en eau parce qu'il y avait une mine, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'ils exploitaient, qui avait été, dont l'exploitation avait été donnée à une compagnie internationale, hein, et ils avaient détourné finalement la source d'eau, et donc les villageois ne pouvaient plus cultiver, voilà, hein, tout simplement. Et il y a eu un véritable mouvement. Et ce mouvement, il a pris des formes qui sont passées par la culture amazigh, justement, par le chant, par la poésie. Voilà, souvent, on s'imagine, hein, que la poésie, la littérature orale, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. J'ai entendu ce terme-là tout à l'heure. Et le sentiment, j'ai envie de dire le syndrome de la perte, hein, c'est quelque chose que vous lisez même chez ce qu'on appelle les précurseurs de l'affirmation identitaire berbère du début du XXe siècle, hein, un Boulifa en Kabylie qui est contemporain d'un poète, d'un des derniers grands poètes itinérants qui représente le monde un peu précolonial. Si Mohamed Oumhed, quand il transcrit sa poésie dans un recueil en 1904, il dit: on est en train de perdre, il faut absolument transcrire, il faut sauvegarder, Et c'est un discours qui traverse, mais j'ai envie de dire, cette culture, si vous regardez bien, elle n'en finit pas de mourir. Donc en fait, elle n'est pas en train de mourir, elle est en train de se réactualiser. Elle doit trouver les moyens de sa survie dans des moyens modernes, tout simplement. Je pense que c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est ce que les artistes permettent, parce qu'elles sont intégrées aussi dans ou ils, hein, j'ai dit elles parce que c'est vrai qu'on n'a que des femmes aujourd'hui, mais voilà, les artistes, ils vivent avec leur temps, ils sont insérés dans des mondes qui sont connectés, donc ils sont ouverts aussi aux autres, et tout ça, ça permet en fait de redynamiser. On a parlé donc plutôt des arts graphiques, de la danse, mais j'ai envie de parler de la littérature. Vous avez des régions où la littérature écrite s'est fortement développée, mais en même temps, cette littérature écrite, si on regarde le Rif, si on regarde la Kabylie, si on regarde le monde Tachelhit, elle n'est pas coupée en fait des valeurs, des genres de la littérature orale. Il les réinvestissent, il les réactualise, il les transforme. Des fois, ça peut être subversif parce qu'on a quand même aussi des sociétés qui avaient des valeurs conservatrices, traditionnelles. Et tout ça, voilà, il faut j'ai envie de dire, c'est du travail culturel qui fait que la mazirité est encore vivante aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à ce danger de folklorisation. Si on veut garder les choses telles quelles, ça ne marchera pas. Donc, j'ai envie de citer une phrase qu'on dit en kabyle, comme le temps est aujourd'hui, nous devons lui être nous aussi. C'est-à-dire, il faut s'adapter continuellement aux époques que nous vivons. Très vrai, et puis on avait souligné tout à l'heure cette question de sédentaire, nomade finalement. La question aussi finalement de cette diaspora qui représente ce côté nomade qui va continuer à partager à partir de la terre et puis de ceux qui sont sur la terre et qui continuent de se battre justement pour la représenter, pour la montrer. Et la question de la culture, elle est très importante ici.
Et puis de cette réactualisation, je trouve ça très intéressant de penser ça comme une réactualisation plutôt que comme une résurgence, puisque ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment mort. Et on a cette question, quand je repense à la question de culture, et là on a des dessinatrices, des danseuses, des chorégraphes avec nous, il y a aussi la question aussi de la musique. On n'a pas, juste avec ce que j'ai dans la tête, on pourrait parler de Jubatunja avec tout ce qu'il apporte justement de reconstruction, de mélange entre ce qui est d'actualité finalement et ce qui fait sa propre identité et qui fait que ça se partage. Alors ça part beaucoup avec la question des réseaux sociaux, de comment mettre en valeur ces questions-là, de rendre ça transnational, de rendre ça visible. Et on voit qu'il y a un intérêt particulier pour la culture berbère sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques quand tu partages justement tes illustrations? Oui, ce que je vois surtout, c'est des personnes qui étaient coupées de leur culture, enfin de leur origine amazigh, qui veulent renouer avec cette culture et qui, du coup, sont intéressés par, là, par exemple, ce que je fais, des illustrations. Ils redécouvrent, on va dire, leur culture à travers un autre biais, donc là, les illustrations, ou même via des chorégraphies, ou même des lectures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est le fait de créer. C'est le fait de créer qui fait vivre notre culture et qui montre aux autres, ben voilà, elle est encore vivante et elle est encore là, quoi. Et toi-même, ta démarche d'avoir commencé ce travail, ce conte finalement de dessin autour de cette partie-là de ton identité, ça vient d'où? Comment tu arrives à ce processus-là? Moi, personnellement, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné et pourquoi est-ce que j'ai commencé à dessiner autour de la culture amazigh? Je pense que c'était surtout durant le confinement. Parce qu'au final, moi je suis algérienne, je suis née en Algérie et toute ma famille est en Algérie. Et en fait, durant le confinement, les frontières sont fermées. Et en fait, le fait de dessiner autour de ma culture, c'était comme si j'avais un lien avec ma famille qui est là-bas, avec toute ma famille, ma grand-mère, mes tantes, ma terre aussi, j'avais un lien à travers le dessin et du coup, ça qui m'a... du coup, j'ai partagé et les gens se sont intéressés et j'ai continué. C'est sûr qu'on voit pas mal tes illustrations bouger et tout ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir aussi comment l'intérêt vient. Je peux aussi te poser cette question à toi. Comment on arrive à ce chemin-là, finalement, d'arriver à la chorégraphie, à la danse pour... Oui, justement, ça rejoint ce que disait Malika sur un peu la modernisation. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse enfant pour aller au conservatoire, faire du modern jazz, très strict. Voilà, c'était un univers d'un milieu social populaire. Et c'était une grosse claque, quoi, parce que quand on va au Maroc l'été, qu'on danse, c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai utilisé finalement ces outils académiques mêlés à des outils traditionnels non académiques pour construire quelque chose de nouveau, mais je n'avais pas vraiment conscience que c'était nouveau. Je n'avais pas conscience que chorégraphier, faire un spectacle avec des chorégraphies basées sur des pas traditionnels, c'était complètement novateur. Et je me suis dit, non, nous aussi on a la place dans nos théâtres, donc il faut vraiment quelque chose de très professionnel, une compagnie qui soit structurée, voilà, des chorégraphes, des interprètes, 5, 6, 7, 8, mais aussi des fois garder l'aspect organique. Donc dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos chorégraphies, par exemple, il y a des moments qui ne sont pas du tout chorégraphiés. J'ai voulu garder cet entre-deux. Et finalement, c'est ce que j'ai appelé, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est une compagnie de danse traditionnelle, parce que pour moi, il faut un moment social spécifique, un mariage, un moussem ou une warda, donc une fête villageoise, la moisson, enfin voilà, quelque chose. Donc on n'a pas cette prétention-là, on est à Paris, on va s'entraîner dans des salles de danse. Donc j'appelle ça des danses alternatives. C'est-à-dire qu'on trouve une alternative pour pratiquer notre culture. Et puis finalement, ça s'est construit petit à petit comme ça. On a commencé à faire des spectacles, le bouche à oreille, et puis l'explosion, c'est Internet.
On a mis des vidéos sur YouTube. J'ai des vidéos où, je sais pas, il y a 4 millions, 5 millions de vues. Et nous-mêmes, on ne comprenait pas. Et on prend des tenues traditionnelles. Moi, j'adore. Plus c'est vintage. Il y en a qui trouvent ça ringard. Voilà, je vais au souk d'Oujda, j'achète des vieilles blousas, des vieux caftans. Je suis fière de les porter, en fait. Ça me rappelle mes grands-mères. Et tout ça, finalement, ça appelle effectivement la nostalgie, le manque. Ça répond à des questions, mais de manière effectivement modernisée en utilisant un outil comme la chorégraphie. Et j'ai été très surprise d'être invitée au Maroc aussi pour danser les danses traditionnelles. Et je voulais refuser. Au début, j'ai dit non, mais donnez l'argent à des troupes locales, nous invitez pas. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ce qu'on faisait, c'était moderne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette subtilité et comment, du coup, on peut amener autrement. Je viens aussi du milieu hip-hop, la danse hip-hop, et ça a permis à plein de gens qui me disent « mais je ne connaissais pas du tout le mot amazigh, je ne connaissais pas les danses ». Et ça m'a permis de découvrir ça parce qu'on mélange aussi un peu avec des danses hip-hop dans certains spectacles. On crée ce qu'on appelle de la fusion pour moi, élargir l'aspect créatif aussi, montrer que les amazirs d'aujourd'hui peuvent créer, peuvent être présents dans le spectacle vivant, dans vraiment quelque chose de novateur, se produire à l'international. On a été invité en Russie bien avant les conflits. Moi, j'ai donné des cours en Inde, à Londres. Voilà, donc c'est une aventure incroyable et inimaginable parce qu'en fait, la société nous met dans une sous-catégorie folklorisée dès le départ. Donc, on a vraiment... c'était pas facile. Mais on a vraiment bousculé tout pour pouvoir prendre notre place. Ce qui est intéressant, c'est moderniser, mais pas supprimer. Parce que dans la modernisation, on a souvent ce processus de penser qu'il faut donc tout ce qu'on trouve ringard, forcément le laisser au placard. Désolé pour la rime. Et ce côté-là, en fait, parce que c'est rural, donc forcément, c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre des livres anciens. Plutôt que dans la réalité. Et quand on voit à la fois les dessins que tu produis et ce que vous faites, en fait, on a toujours cette on va dire, cette patte, je ne trouve pas de meilleur mot, cette base, finalement, cette terre, finalement, qui est toujours présente. Et essayer d'aller en aller-retour sur la modernisation. Je pense que c'est un peu comme ça que vous l'avez compris à Kef Keblad. Exactement. Nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment initié, insufflé le projet. Donc, c'était très Regada au début. Après, ça c'était un peu plus... toutes les danses du Maroc, après Algérie, etc. Et on s'est dit, finalement, ce qui nous regroupe, c'est la transmission qu'on a eue naturellement par nos familles, mais ce n'est pas suffisant. Donc on est retourné dans nos pays d'origine, on est allé rencontrer des troupes traditionnelles qui faisaient vraiment que ça. Et en général, les danseurs sont aussi chanteurs ou chanteuses. Par exemple, il y a Zahira et Hind qui sont allés voir des meddahet qui chantent Prémisse du rail à Wahran. Hind va souvent à Gabès, donc on rencontre à chaque fois les personnes qui pratiquent vraiment ça pour ne jamais oublier finalement et toujours nous remettre en question, de ne pas prendre ça comme acquis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal par exemple avec la scène contemporaine. J'ai été sélectionnée pour une formation au Centre national de la danse où j'étais avec des chorégraphes contemporains. Tout est tellement dénaturé qu'on ne sait plus ce qu'on raconte finalement. Donc pour moi, c'était très très important avant d'aller vers des créations contemporaines, des créations mélangées avec du hip-hop, d'avoir un socle très très traditionnel où, comme on dit, quand on est au bled, on est capable de danser avec n'importe qui, la famille, des troupes locales, sans dénaturer. Et après, dans la création, on peut aller plus loin. Mais du coup, on est toujours nous aussi dans un processus d'apprentissage constant et ne rien prendre comme acquis. Et justement, même les dessins, ça permet d'avoir de nouvelles conversations avec les personnes sur la question berbère, finalement, non? Oui, oui, des nouvelles conversations autour de, par exemple, de certaines traditions, de certaines... sur des personnalités aussi, ou sur ce qu'elle... je mets souvent en avant, par exemple, des personnalités avec une citation, et du coup, on parle autour de... ça se repartage, l'idée c'est qu'on crée de nouvelles conversations et que les gens puissent discuter ensemble, parce qu'au final c'est surtout ça, avoir une prise de parole un peu 2.0 sur internet, et c'est ça qui crée aussi de la valeur, quoi. Bien sûr, et cette transmission culturelle, elle se fait en dehors, donc dans cette vision un peu transnationale. Alors il y a quelques couacs,
on en a parlé avec Tila, cet exemple de confondre le drapeau amazigh avec le drapeau LGBT comme ça a été fait au Qatar. Bon, ça arrive, mais au moins, finalement, même avec ce couac-là, on a fini par avoir une multitude de questions qui se sont débloquées autour de ce drapeau-là, ce qu'il voulait dire, pourquoi il était là. Et puis, il y a aussi eu la discussion autour de la Coupe du Monde et finalement, on va dire, ces victoires marocaines qui continuaient, et une espèce de hype, de suivi très proche de cette équipe-là, qui a fait qu'on a beaucoup parlé de cette équipe comme africaine, arabe, et pas tant forcément berbère ou amazigh. Tilia, justement, est-ce que tu voudrais revenir peut-être sur ces questions-là, parce que c'est quelque chose que tu touches aussi du doigt avec Amazing Amazigh quand tu mets en valeur ces cultures-là, c'est de rappeler finalement que en fait, cette culture existe et que aussi elle n'a pas à être comment dire, oubliée. D'ailleurs, on a vu, si vous voulez voir, vous pouvez aller sur Twitter, retaper Coupe du Monde et taper berbère. Il y a une personne qui s'est amusée à remettre les noms des joueurs avec d'où ils viennent et montrer en fait que même ils viennent de tribus berbères ou qu'ils viennent de régions berbérophones. Je te laisse peut-être commenter, Tidila, sur ça. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, c'était assez cocasse. Mais d'ailleurs, ça arrive souvent, hein, même sur les réseaux sociaux, souvent les gens pensent que le drapeau amazigh est un drapeau LGBT. Bon, bah, voilà, c'est peut-être parce qu'il est très coloré, mais c'est tant mieux, hein, je sais pas, que voilà. Oui, c'est assez intéressant de voir comment dans certains événements internationaux, le Maroc en tout cas, ou si un autre pays dans une autre circonstance, a été vraiment décrit comme le représentant du monde arabe, du monde musulman, et souvent la dimension amazigh, enfin la dimension amazigh n'est en fait pas vraiment mentionnée. Après, il faut faire attention parce que ça, c'est souvent ce qui a été véhiculé par beaucoup de médias arabophones ou du Moyen-Orient. Par exemple, on voyait ça beaucoup sur Al Jazeera, beaucoup ça sur les médias occidentaux aussi. Mais après, quand on voit la communication officielle que fait, par exemple, l'État marocain en Afrique, quand il y a des investissements ou quand il y a des événements culturels, le Maroc, pour le coup, là, lui-même met en avant sa propre dimension amazigh et s'en cache pas. Et sa dimension africaine et sa dimension juive. Donc, faut faire attention à comment de quelle perception, en fait, on se base. Et souvent, la négation de cette amazirité, elle est souvent faite de manière exogène, comme l'a très bien dit Malika au tout début. C'est souvent d'autres personnes qui définissent ce qu'on est, mais en fait, quand on voit les acteurs concernés qui communiquent eux-mêmes sur leur propre culture, en fait, c'est ce qu'il faut aller voir, et je pense que c'est ce qu'il faut plus valoriser plutôt que les médias ou autres qui feraient un portrait incomplet de ce que sont les pays d'Afrique du Nord. Mais une mise en valeur par ces gouvernements très partielle, souvent motivée par un contexte. Par exemple, quand on fait une mise en valeur de l'héritage juif marocain, par exemple de Essaouira, qui est au Mogador, hein, selon comment vous voulez l'appeler, par rapport au fait qu'il y ait des berbères juifs ou que c'est une région où il y a ce mélange-là, ça reste dans un contexte aussi gouvernemental, c'est-à-dire que ça doit servir aussi les appareils de l'État et c'est pas forcément continuel. Par exemple, on peut se souvenir et je pense que tu vas commenter dessus, de la non-valorisation pendant très longtemps de la langue, les blocages qu'il y a encore, même aujourd'hui, alors que par exemple on a au Maroc, il y a Aziz Akhnouch qui est censé venir d'une région qui est très 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 berbérophone, qui du coup peut me considérer comme parfois la capitale Chelha, donc Agadir, et quand même on n'a pas forcément d'évolution qui se fait. Donc on a quand même... Ah oui, non, mais totalement, c'est ce que j'ai dit aussi au début de mon intervention, c'est que même s'il y a beaucoup d'initiatives et de symboles, ça ne se traduit pas du tout au niveau des politiques publiques. Donc, faut faire la part des choses entre la communication officielle et le narratif et ce qui est vraiment fait sur le terrain. Et d'ailleurs, même quand on parle de la reconnaissance de la langue, pour ceux qui parlent berbère,
quand vous essayez de lire les panneaux écrits en tifinagh sur les autoroutes, des fois, ça fait pas vraiment sens. On se demande quelle langue c'est. Je sais pas, il y a une invention une sorte de mélange de tous les dialectes du pays. Donc oui, on voit bien qu'il y a un gros décalage par rapport à ça. Et oui, c'est un vrai problème. Jean-Malika, justement, sourit par rapport à cette histoire Ouais. de panneaux. En fait, je réagis beaucoup parce que le témoignage de Tilila me fait penser à énormément d'enjeux, en fait, d'aujourd'hui. Hein, alors, on a rappelé, quelqu'un avait rappelé au début, hein, l'institutionnalisation. Oui, Tamazight est langue officielle en Algérie depuis 2016. L'amazigh, standard marocain, est langue officielle au Maroc depuis 2011. Mais c'est quoi Tamazight en Algérie? C'est quoi l'amazigh au Maroc? Et elle vient exactement de dire, voilà, sa perception en tant qu'amazirophone, il me semble, hein, Tilila, tu es chez le hétophone. C'est que c'est un espèce en tout cas pour le cas du Maroc, hein, qui a choisi de créer un amazigh standard marocain. Et je reviens à ce que je disais au début. Si on fait pas un jeu d'échelle entre le local, le régional, le national et le pan berbère, on comprend pas ce qui se passe au Maghreb. Pourquoi est-ce que les gens vont continuer à militer aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on voit émerger des revendications régionalistes, autonomistes? C'est parce que cette institutionnalisation de la mazirité, elle ouvre de nouvelles questions. L'amazigh standard, effectivement, c'est le choix de l'État marocain de créer une langue de toutes pièces pour tous les amazirs du Maroc. Mais cette langue, elle n'existe pas. Et le souci, c'est que si les locuteurs à qui on veut apprendre cette langue qui est en gestation, qui est en train d'être constituée par l'IRCAM, c'est qu'ils ressentent un espèce de rejet, ils sont réfractaires parce que c'est pas la langue de leurs parents. On a beaucoup parlé des mères, la langue amazigh, c'est cette transmission qu'on a eue, c'est un rapport au terroir. Et si ces références, elles disparaissent dans la langue qu'on essaye d'enseigner à l'école, et je dis bien qu'on essaye parce qu'on pourrait se poser la question de la volonté politique. En 2003, quand il y a décision par une loi, quelqu'un l'avait rappelé, que tous les enfants du primaire au Maroc apprennent l'amazigh, c'est une très belle initiative. 2 décennies plus tard, on en est à 10-15% maximum. Donc, quelle est la volonté politique? Est-ce que c'est qu'une question de moyens? Voilà, toutes ces questions, elles se posent. Hein. Et en fait, je crois que ce qui se joue derrière, je disais tout à l'heure, il y a un mot pluriel, le mot pluriel a beaucoup été utilisé, la pluralité. En fait, je pense qu'il faudrait un petit peu distinguer... parfois, hein, les politiques au Maroc, en Algérie, ne sont pas tout à fait identiques. Mais il y a ce même prisme national et uniformisant. Et du coup, on n'arrive pas à penser la pluralité. On n'arrive pas à admettre le pluralisme au niveau culturel. Et du coup, ça découle de quoi? C'est le système de gouvernance, les modèles de gouvernance tels qu'ils se sont constitués dans les nationalismes maghrébins. C'est le modèle, on va dire, jacobin français. Un peuple, une langue, un territoire. Et on ne peut toucher à rien. Et je pense, ces logiques-là qu'on voit derrière et qui ne correspondent pas à la réalité sociale du terrain. Parce que quand on dit la mazigh pour tous les Marocains, ou la tamazight pour tous les Algériens. J'avais lu dans la presse, hein, quand la ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Nouria Benrabrit, avait voulu faire une expérience pilote d'enseignement du berbère dans la ville de Jijel, qui est une ville arabophone, les parents ont manifesté pour que leurs enfants n'apprennent pas le berbère. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des représentations. Je veux dire, oui, symboliquement, c'est très important d'intégrer dans les constitutions, mais on n'a pas travaillé sur les représentations. Je veux dire, depuis des décennies, on dit que le berbère, c'est pas une vraie langue, le berbère, c'est un dialecte, le berbère, c'est la division nationale, le berbère, c'est l'invention du colonialisme français. Et si on ne combat pas ces représentations qu'on a soi-même créées à forger, les gens ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'un des autres problèmes, si on regarde concrètement, à part quelques cas particuliers, comme on dit en berbère, le berbère ne fait pas manger le pain. Donc, qu'est-ce qu'on dit derrière? En fait, c'est la situation sur le marché linguistique. Quand on veut émerger socialement, avoir un statut économique,
eh ben, il y a la langue officielle qui est l'arabe et il y a la langue non officielle mais incontournable qui est le français, voire maintenant l'anglais, etc. Donc, si on ne joue pas aussi sur ces facteurs-là, on en reste au niveau du symbole, comme l'a dit Tilila, au niveau de la communication. Oui, c'est très joli, mais les questions réelles, c'est aujourd'hui qu'elles se posent. Voilà. Comment on fait pour que la langue survive? Et du coup, il y a une autre question qui se jouerait là, c'est est-ce qu'elle peut survivre ou être diffusée à l'ensemble des territoires nationaux, ou alors est-ce qu'il faut changer j'ai envie de dire, de matrice et se dire, bah oui, le régionalisme, ça existe dans plein d'autres États. Vous aviez cité Bouteflika, c'est quand même très symbolique de ce modèle, de ces œillères, en fait, de dire, je connais aucun pays au monde où il y a deux langues officielles. Enfin, il y en a plein de pays où il y a des langues officielles plurielles. Je prends le modèle de l'Espagne, vous avez les autonomies régionales, vous avez l'Inde, vous avez le hindi et l'anglais, pardon, qui est l'ancienne langue coloniale, qui est officielle. Vous voyez, il y a des crispations dogmatiques au Maghreb qui empêchent en fait de faire bouger les choses et de régler, on va dire, sereinement les choses. Moi, je pense que ce qui se joue derrière, voilà, c'est un système de gouvernance. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de pluralisme en général, j'ai envie de dire politique ou quel qu'il soit, le pluralisme culturel, il est compliqué. C'est une vraie question qui mériterait de se pencher dessus plus longuement pour comprendre tout ça plus tard. Mais je pense que quand même, l'importance de c'était aussi de montrer ce volet culturel, c'est de ne pas juste être sur ce volet très important parce qu'il joue un rôle finalement à la fois sociopolitique, à la fois économique et qui permettent finalement la continuité et la création de ces différents modèles de vie, des questions berbères, des cultures berbères, des langues berbères à travers justement des représentations qui sont diverses. C'est uniquement en augmentant ces représentations que finalement on finit par les voir, finit par les imposer, par les mélanger à travers soit la danse, soit l'illustration, soit à travers finalement un peu de sanctuariser aussi ça au niveau de l'académie qui reste finalement une partie très importante et à laquelle tu contribues Malika et Tilia je pense bientôt aussi. Merci à toutes d'avoir fait partie de cette table ronde et d'avoir répondu à toutes ces questions, même s'il y en a beaucoup plus qui arriveront. Merci à l'IREMO de nous avoir accueillis et je vais peut-être laisser la salle réagir, à la fois en ligne et en présentiel. Il y a un micro qui va tourner. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, je voudrais savoir si vraiment, enfin si la mazir, comme ça qu'on dit, la mazir, oui. Et le berbère, j'ai l'impression que vous en parliez comme si c'était la même chose. C'est vraiment la même chose? Je pense que Malika voudrait réagir. Oui, alors ça veut désigner le même objet, mais peut-être que le point de vue d'où l'on regarde l'objet n'est pas le même. Moi, c'est comme ça que je verrais une petite différence. Mais derrière, c'est les mêmes personnes que l'on désigne, c'est les personnes qui parlent une des langues berbères. Ah bon? Moi, je pensais que c'était surtout les... Enfin, je croyais, en pur... que c'était plutôt les Touaregs qu'on considérait comme des Amazirs. Les Touaregs sont justement des Amazirs aussi. C'est plusieurs peuples, disons, répartis dans toute l'Afrique du Nord. En réalité, il y a les Kabyles, les Touaregs, qui d'ailleurs, eux s'appellent les Keltamachers. Mais bon, ça c'est encore le fameux débat de dénomination, les Échirines. Donc en fait, disons que c'est réparti par région, mais pour faire simple, l'ensemble des peuples de cette région-là s'appelle Imazirn, Amazir ou Berbère. Enfin, voilà. C'est selon en fait aussi les questions militantes qui arrivent. C'est la même chose avec en fait. Des désignations plurielles en fonction des us. Voilà. Merci. Je vous en prie. Oui, dans le cadre du conflit Maroc-Algérie, comment se situent les différentes communautés berbères au Maroc, kabyles en Algérie? C'est-à-dire, est-ce que c'est conçu comme une menace pour les États
Et est-ce qu'il y a des réseaux qui vraiment, vous avez parlé de réseaux transnationaux, mais spécifiquement Algérie-Maroc? Je pense que je vais, avant de rediriger la question, je pense soit Tila, soit Malika, je ne sais pas laquelle des deux voudrait répondre. Il y aura justement la semaine prochaine notre dernière carte blanche qui portera justement sur les rivalités entre les deux pays et à laquelle on va avoir une partie de la réponse. Est-ce que Tila ou Malika veut répondre sur ça brièvement même? Oui, enfin, je ne sais pas, peut-être, c'est un peu compliqué comme je ne vois pas Tila. Je suis là. Mais je peux répondre ou si je commence. Vas-y, je t'en prie. Voilà, alors finalement, il y avait plusieurs questions en une. Et alors, oui, on va dire qu'il y a des liens entre les militantismes. Hein. Il y a des liens entre les militantismes des différentes régions. On a parlé effectivement de la transnationalisation qui se développe beaucoup à partir des années 90. Mais en fait, les liens, ils existaient déjà avant au sein de l'immigration en France où les Kabyles étaient très présents, mais où vous aviez aussi des berbérophones marocains. Et donc, voilà, hein, les militantismes se nourrissent aussi les uns les autres. Par rapport aux tensions géopolitiques, alors la première chose à ne pas oublier, hein, c'est ce jeu d'échelle dont je vous parlais. Les sentiments nationaux, ils restent forts, ils restent importants hein, chez les personnes. Donc on se sent algérien, on se sent marocain. Après, il y aurait la question de la confiance qu'on a dans les États centraux. Et notamment, je pense à tout ce qui s'est passé au moment de la crise de l'été 2021 avec les incendies en Kabylie, la surenchère du gouvernement algérien. Bon, vous avez quand même aussi, on va dire, comment je pourrais appeler ça de manière un peu rapide, un sentiment transmaghrébin, un sentiment maghrébin où il y a le Maghreb des peuples qui existe, hein, les populations maghrébines, elles se côtoient dans la diaspora. Et bon, vous avez quand même beaucoup de distance par rapport à ces discours qui peuvent être tenus. Et donc, ne pas confondre, on va dire, les populations et certains mouvements militants qui aujourd'hui remettent en cause les États-nations, par exemple, et qui vont jouer un jeu, on va dire, géopolitique, qui est de bonne guerre, j'ai envie de dire, par rapport à leurs objectifs et à leurs stratégies. Tila, est-ce que tu veux rebondir ou Oui, enfin, juste pour compléter vite fait, même si tout a presque été dit, c'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, mais pas juste dans le cadre des mouvements militants mazirs, mais encore une fois séparer les positions de l'État et les positions des peuples qui sont tout simplement pas les mêmes, surtout dans le contexte politique du Maroc et de l'Algérie. Et évidemment que ces tensions géopolitiques dans la vie des gens de tous les jours, je veux dire que c'est pas une priorité et les gens ne se rallient pas entre eux pour essayer de se jeter des pierres ou autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une analyse très personnelle, étant moi-même marocaine et aussi ayant vécu à la fois au Maroc et dans la diaspora. C'est pas vraiment une question que se pose. C'est pas une question primordiale dans les différents mouvements de la société civile, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que quand même la question se pose elle se pose au niveau de ces mouvements, comme l'ont très bien dit les intervenantes, militants qui vont jouer finalement aussi leur bonne guerre. Par exemple, Malika faisait référence aux feux de forêt qui sont, comme vous êtes ici en Algérie, en Kabylie, où on incrimine le Maroc ou d'avoir aidé pour déstabiliser. Par exemple, ces jeux-là existent et c'est simplement bien faire une différence finalement entre comme un peu toute chose. Hein, d'ailleurs, c'est la position officielle de l'État algérien. Exactement. Ça, d'incriminer le Maroc, évidemment. Toujours la même position, oui. Et de faire la différence entre des populations et puis des mouvements militants qui existent aussi. Par exemple, dans les armées des deux pays, est-ce qu'il y a des Berbères dans l'armée marocaine et beaucoup de Kabyles dans l'armée algérienne à des postes de responsabilité? Dans l'armée marocaine, je le confirme. Des Berbères et dans la mer algérienne. Je vous confirme aussi pour l'appareil d'État algérien et l'appareil militaire. Hein. Il faut pas penser que vous avez des minorités politiques. Elles sont intégrées hein, dans les nations.
vous avez souvent un discours militant qui va jouer sur la marginalité de ces régions, et c'est pas toujours vrai. Vous ferez attention, voilà, ça peut être j'ai envie de dire un argument stratégique ou un ressenti, bon, bref. Mais en réalité, ces États-nations, elles ont marginalisé la langue et la culture, mais pas les citoyens. C'est pas parce qu'on était kabylophone ou tachelhitophone qu'on n'avait pas le droit de participer au gouvernement. Par contre, on se gardait bien en fait d'avoir un discours militant pro-langue berbère. Ça, non, ça n'était pas admis, surtout dans les premiers temps des États qui ont pu être extrêmement autoritaires. Hein, ça dépendait des chefs d'État. Mais en termes d'accès aux ressources économiques, alors peut-être qu'il y a certaines régions quand même où il faudrait en discuter. Vous avez peut-être en termes de développement des régions qui ont été plus en marge des politiques de développement parce que plus éloignées. Je pense peut-être au RIF aussi qui a vécu une marginalisation de ses élites, notamment parce que le RIF a été colonisé par l'Espagne hein, et donc les élites à l'indépendance, elles sont plutôt issues de l'école espagnole. Alors que le reste du Maroc avait été colonisé, avait été sous protectorat français, que la langue finalement qui était incontournable, hein, cette fameuse langue non officielle mais incontournable qui est le français, bah, les élites rifaines ne la possédaient pas, donc elles ont été un peu marginalisées. Vous pouvez avoir ce type de phénomène-là, certaines régions du Maroc isolées, voilà, ou qui ont pu avoir moins accès au développement. Mais il n'y a pas eu de marginalisation politique ou en termes de citoyens. Vous voyez, c'est pas comme les Touaregs, par exemple, au Mali ou au Niger, ce qui est une autre situation, où parce qu'on était de langue tamashek, justement, ou qu'on était de langue Touareg, eh ben, on avait du mal à accéder aux appareils politiques et à l'armée notamment. Voilà, c'est pas ce cas-là que vous avez au Maghreb. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça permet de revenir dessus. Donc, pour répondre à votre question, je pense que cette question déstabilise vraiment les militants amazirs au Maroc, parce que depuis la réforme constitutionnelle de 2011, donc on a reconnu au Maroc la langue tamazirt comme langue officielle. Donc on a énormément de militants qui ont changé de veste. Donc on n'est plus dans cette confrontation avec le pouvoir. Donc à ce qu'on revendique toujours la reconnaissance, pas seulement d'une simple langue, voilà, qu'il faut mettre à l'école, voilà, et tout. Des questions très très simples, comme le mouvement des années 80 en Kabylie l'a défini. Donc cette question déstabilise vraiment énormément de militants, qui a poussé même le pouvoir marocain à ordonner hein, à ce qu'on dékabilise le militantisme berbère au Maroc. D'ailleurs, c'était un conseiller du roi qui avait joué ce rôle. Hein, et Pierre Vermeyren, dans son livre, l'a bien développé d'ailleurs, qui est un homme de terrain, c'est un historien qui a travaillé énormément sur la question. Donc voilà, donc les militants amazirs au Maroc n'ont pas vraiment d'opposition parce que politiquement ils ne comptent pas, ils ne comptent plus, hein, si j'ose dire. En Algérie, on a cette question de la Kabylie qui revient. D'ailleurs, pour moi, cette question de la Kabylie, l'indépendance, donc on arrive au stade de revendiquer un État berbère hein, en Afrique du Nord. Donc là, c'est une forme d'évolution de discours politique amazir. Et c'est vrai, ça dérange. On a les Rifins à côté, on a d'autres régions berbères voilà, qui peuvent s'y mettre dans n'importe quel moment. Et du coup, cette carte, c'est vrai, ça gêne les deux pouvoirs. Donc moi, je veux revenir... j'aurais aimé vraiment commenter tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez une question pour qu'on puisse... Oui. Donc le mot Maghreb. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est une insulte envers les Berbères quand on dit le mot Maghreb? Je suis vraiment désolé parce que quand on est chercheur, notamment en sciences, disons, sociales, en linguistique, en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques, et on prononce le mot Maghreb. Le mot Maghreb, ça a été inventé où et par qui? Je pense que les Berbères ont le droit quand même de savoir hein, qui l'a inventé. Hein, et merci beaucoup à la gauche française.
Je pense, hein. Moi je pose la question. Et le mot Maghreb n'est que la continuité d'un certain Mashrek, donc al-Mashriq. Al-Mashriq en arabe, c'est l'Orient. Donc le Maghreb, c'est une continuité de cet Orient, hein, qui a été pensé par les leaders panarabistes, syriens, irakiens. Donc voilà, c'est la troupe Michel Aflaq, voilà, Hafid al-Assad et tout ça. Donc je pense que le mot Maghreb, il faut qu'on s'y mette, hein, parce que là, les Berbères, je pense qu'on a énormément du retard. En France, quand même, à l'université, on répète le mot Maghreb, 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 Maghreb tout le temps. Hein, je me demande. D'ailleurs, le mot Maroc, quand on dit Maroc, Maroc, al-Maghreb, en arabe, c'est deux mots qui ne veulent rien dire. C'est pas du tout la même chose. Maroc, ça vient de Amour, ou Amour, c'est-à-dire donc ton pays, ou ta terre, et al-Maghreb, hop, c'est le mot Maghreb. Hein. Donc, min al-Maghrebi, du coup, vous répondez quand même à votre question. Donc voilà. Donc moi, je me demande vraiment le mot Maghreb. Est-ce que vous avez des explications dans ce sens? Donc ça, c'est votre première question. Est-ce que vous avez une autre ou c'est bon? C'est tout? J'aimerais bien commenter tout ce que vous avez dit. Je sais. Moi aussi, j'avais tellement aimé la faire pendant des années. C'est pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs pour celles et ceux que ça intéresse. Society met en place souvent dans ses newsletters une revue de littérature qui permet de suivre en fait un peu avant chaque table ronde. Vous recevez une revue de littérature des principaux articles ou des principaux parfois films, parfois de la scénographie, parfois vidéo, pour permettre juste finalement d'introduire la table ronde. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, quand on aura fini justement les questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on prenne vos emails au cas où, ou bien Jenny me les donnera. Donc la question par rapport au mot Maghreb, est-ce que quelqu'un veut répondre ou c'était une question? Moi, je veux bien, puisqu'on met en cause les sciences sociales de l'académie académique de l'université française. Oui, bien sûr, le terme Maghreb, il a une histoire comme tous les mots. Il est lié au fait que l'Afrique du Nord a été intégrée à ce qu'on a appelé l'Empire arabo-musulman. Tout simplement. Et effectivement, on a distingué deux parties, le Mashrek et le Maghreb. Qu'est-ce que vous dire? J'avais commencé par dire, évitons... Enfin, personnellement, moi, c'est ma position. Hein. J'évite les assignations et de dire aux gens, vous devez dire cela. À chaque acteur de s'emparer des choses par rapport à son ressenti, par rapport à son expérience. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, le terme Maghreb, c'est quand même la réalité des États maghrébins aujourd'hui qui se définissent de cette manière-là. Donc, c'est quand même ce contexte dans lequel sont insérés ces berbérophones et leurs enjeux. Donc, effectivement, à côté du terme amazigh, vous avez eu, à partir des années 1990, quand il y a eu cette transnationalisation, le développement du terme tamazra comme alternatif au mot Maghreb, qui correspond en fait à cette vision transnationale d'un peuple berbère qui aurait un territoire unifié. Or, tout ce qu'on vient de montrer, c'est que oui, il y a des dynamiques communes, mais il y a des réalités régionales extrêmement différentes et on peut pas faire comme si cela n'existait pas. Alors, le terme tamazra fait quand même son chemin aussi au niveau académique, hein, puisque vous avez des revues, une revue dont le premier numéro va pas tarder à sortir, mais qui a été justement renommée avec le terme tamazra pour dire, voilà, c'est l'idée de prendre en compte le côté, alors c'est en anglais, donc ils utilisent beaucoup le terme autochtonie, mais c'est dans le terme une vision interne en fait des choses, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je réponds personnellement parce que moi j'emploie le mot Maghreb et je le revendique en tant que berbérophone et spécialiste de langue et culture berbère. Et j'emploie aussi le mot berbère de manière concomitante au mot amazigh. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui peut se jouer aussi, c'est la notion de pluralité que j'ai expliquée tout à l'heure. Oui, il y a des berbérophones au Maghreb, mais ou au nord de l'Afrique, ou dans Tamazra, comme vous voulez. Mais il y a aussi des arabophones. Qu'est-ce qu'on en fait de ces arabophones? Il faut bien trouver un terme qui convienne à tout le monde. C'est pour ça que tu avais cité au début le projet de recherche que j'ai mené avec mes collègues comme Karima Diresh. On a choisi d'appeler Maghreb Amazigh exprès pour provoquer et les panarabistes qui voient que le Maghreb arabe
et les militants berbères qui ne voient que Tamazra. Voilà, c'est l'idée d'essayer de tisser des ponts par rapport à une réalité sociale. Il y a des berbérophones et il y a des arabophones au Maghreb. Comment on fait avec cette situation-là? Voilà, c'est ma proposition, mais moi, je n'impose à personne d'utiliser de manière obligatoire Maghreb ou Tamazra. Je pense qu'il faut quand même... on défend des droits linguistiques et culturels, on défend une vision des choses où il y a une certaine pluralité, une certaine liberté. Il faut sortir des assignations ou des injonctions où on dit « vous devez faire comme ceci ». Moi, ce n'est pas ma position. Je voulais juste compléter, si c'est possible. Après, c'est Gmail. Je ne suis pas chercheuse. Hein. J'ai une pratique populaire. Et moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Je te tutoie. Parce qu'on a une pratique populaire. Déjà, il y a un fait en France. Moi, je suis née en France. Déjà, on nous appelle les Arabes. Il y a les Arabes et les Noirs. Déjà, c'est problématique. Et les rebeux. Les rebeux. Donc, déjà, de facto, ça voudrait dire qu'il y a des Arabes qui ne seraient pas noirs et des Noirs qui ne seraient pas arabes. Donc, déjà, bon, c'est un problème. Et après, les rebeux. Encore, les rebeux, c'est une déconstruction des quartiers. Je viens aussi d'un quartier. Donc, exactement. je peux tolérer dire que je suis rebeu, mais pas beurre, par exemple. Ou encore moins beurette. Mais bon, tout ça, c'est de la sémantique. Donc, déjà, on est dans une déconstruction qui vient du mot arabe. Et c'est vrai qu'effectivement, pendant longtemps, on s'est appelé les Maghrébins de France, Maghreb, et pour nous, il y avait une connotation quand même assez péjorative, mais aussi dans la reconnaissance de la mazirité qui passait par la berbérité au début. Moi, voilà, au début, on se disait arabe, après on se disait berbère, après on a dit non mais attends, on ne dit même pas berbère chez nous, on dit amazir, à notre africanité. Et c'est vrai que nous, maintenant, par exemple, notre compagnie de danse, on ne dit pas qu'on fait des danses maghrébines, on dit qu'on fait des danses d'Afrique du Nord. Déjà, pourquoi? Parce que ça s'étend au-delà de l'aspect géographique Maghreb. On ne se reconnaît pas dans une pseudo-ligue arabe. Quand on dit les pays arabes, ben, ça veut dire quoi? C'est plutôt les pays arabophones. Donc effectivement, d'un point de vue sociologique, on a bien compris que ça s'appelle autrement. Par exemple, une fois, on a performé à l'Institut du monde arabe. J'ai envoyé le petit synopsis en disant qu'on fait les danses d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, parce qu'il y avait de la dabke libanaise, syrienne, etc. Et on nous a fait changer le texte. On a dit non, on ne mettra pas Afrique du Nord, on mettra Maghreb et Mashrek. J'ai dit non, je veux qu'on mette Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et encore Moyen-Orient, on n'est pas trop pour ce mot-là. Et on nous a fait changer le texte, vraiment édité sur un papier. Donc j'étais assez vexée, puisque comme le dit Malika, finalement, on a la liberté de choix. Et nous, notre choix, c'est de dire qu'on est une compagnie d'Afrique du Nord. En plus, on est une Sénégalaise, donc ça englobe aussi ce rapport diasporique d'anciennes colonies. Donc je suis d'accord avec toi, il y a des enjeux quand même qui sont assez importants dans ces sémantiques. Et je trouve, même si je n'ai clairement pas la culture académique, de chercheurs, etc., que parfois on s'éloigne. On a une Shelha qui est dans notre groupe qui petit à petit nous a dit il y a des chercheurs Schleuch qui rejettent ce mot. Oui. On se dit tassousite maintenant. Le mot Schleuch est péjoratif. Tassousite, oui. C'est-à-dire de la région du Souss, la région d'Agadir, voilà, sud-ouest marocain. Au final, il y a, en fait, pour finir, pour poser la question qui va être en ligne, juste avant je voulais juste te dire une petite chose avant. Ouais, je te laisse juste après, vraiment. C'est juste dire finalement que l'intérêt finalement de travailler sur des questions berbères, ce n'est pas de juger de ce qu'on devrait utiliser, mais c'est de reconnaître l'étendue de ce qui est utilisé pour pouvoir finalement comprendre qu'il y a différentes réalités et ne pas rester sur une seule façon de voir le fait berbère ou les personnes berbères et de comprendre qu'en fait, il y a une grande pluralité. La pluralité vient aussi par la dénomination, soit qui vient des populations, soit qui a été donnée avant. Et après, c'est une question aussi de chacun, de position, de chercheurs, de militants, d'activistes, d'artistes, de s'emparer de ces mots-là et finalement de les faire découvrir, ce qui est un peu le but aussi de tout ça. Malika, je pense que tu voulais rebondir. Oui, vous avez le même phénomène en Kabylie où le terme kabyle peut être remplacé par azwawa en fait. Azwawa en fait, c'est dans cette idée que c'était un mot péjoratif. Effectivement, à la base, ça l'était. Hein, et donc, mais ça peut aller. Finalement, on se dit ça peut aller très loin. On va plus réussir à se nommer, on va plus réussir à nommer les choses. Voilà, on va leur s'appeler X ou Y de manière très neutre. Ça va être un petit peu compliqué. Et juste une petite remarque sur l'expression Afrique du Nord.
dans le monde académique, elle est rejetée. Pourquoi? Parce que vraiment l'expression était utilisée par les études coloniales, en fait. Il y a une connotation coloniale que les chercheurs rejettent. Et du coup, moi, j'utilise parfois plutôt nord de l'Afrique, parce que ça coupe de cet héritage. Et par exemple, le centre de recherche que vous avez, ça va loin, vous avez à l'INALCO, ça s'appelle Langue et culture du nord de l'Afrique et diaspora, pour pas utiliser cette expression Afrique du Nord qui a, dans nos milieux, une connotation fortement liée à la colonisation. Du coup, la question, c'est pensez-vous qu'il faille une indépendance de certains des peuples amazirs et les Kabyles pour que la langue puisse prospérer et ne pas s'éteindre? Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Moi, je veux bien. C'est un avis, c'est aussi En fait, c'est une question finalement très politique qui est à poser aux citoyens. Moi, je ne la poserai pas sous ces termes-là. C'est plutôt quels sont les systèmes politiques où il est possible en fait d'avoir une pluralité linguistique. Et il suffit d'aller observer ce qui se passe sur la planète. Vous avez des États où vous avez, comme l'Espagne, des autonomies culturelles et linguistiques. Ça peut aller plus loin. Il y a une certaine autonomie économique. Donc, on pourrait très bien imaginer des territoires avec une certaine régionalisation et qu'on définisse des régions où, parce qu'on parle telle et telle langue, vous avez 2 langues enseignées à l'école, 2 langues utilisées dans l'administration. Vous pouvez avoir des systèmes un petit peu plus fins, on va dire, comme la Finlande. En Finlande, dans une région, à partir du moment où 20% de la population parle telle ou telle langue, elle doit être enseignée à l'école. Donc, voilà. En théorie, ce n'est pas obligatoire d'aboutir à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a eu radicalisation des revendications dans certaines régions, on cite beaucoup la Kabylie, mais vous avez ces phénomènes régionalistes, ils parcourent d'autres régions également, même si on ne sait pas très bien comment c'est implanté, s'ils ne sont pas majoritaires non plus pour la Kabylie d'ailleurs. Si vous avez cette radicalisation, c'est parce qu'il y a j'ai envie de dire, il y a des vraies fêlures dans la cohésion nationale qui sont liées à des événements, à des répressions par des États autoritaires, par un sentiment que les politiques n'ont pas réellement changé, même avec l'institutionnalisation de la mazirité. Je vous donne un exemple symbolique. Quand vous avez eu en 2019 les manifestations du Hirak en Algérie, le tamazir était langue officielle depuis 2016, la mazirité est dans la Constitution, et bien vous manifestez avec le drapeau amazir, vous vous retrouvez en prison. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que finalement, peut-être que les États ont concédé des choses parce qu'ils veulent continuer à maîtriser la situation, et que c'est peut-être ça que ressentent les citoyens. Voilà. Après, chaque citoyen peut avoir sa vision de l'avenir de ces États. Merci beaucoup, Melika. Alors, pour rappel, juste, c'était une table ronde donc, avec Raïs Aley, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux Kif Kif Bladi, Melika Assam, ethnologue, maître de conférence à l'IRMAM et ex-Marseille, Tilla Sarah Bakrim, que vous pouvez suivre sur amazing.amazir.off sur Instagram, Sarah, qu'on retrouve avec Berber Woman sur Instagram. Et puis, merci beaucoup à l'IREMO. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez en savoir plus, society@gmail.com. On remettra ça disponible sur nos réseaux. Et puis, merci et ma salama à tous et à toutes. Belle fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Thelma.